Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire de la Facilité ICR, réforme sur les milieux d'investissement, promouvoir l'égalité des chances pour les femmes sur le marché du travail par des réformes sur l'environnement des affaires. Je m'appelle Carl Belizer, directeur du British Council, représentant la Facilité ICR qui soutient les parties prenantes publiques et privées en Afrique, aux Caraïbes et dans les pays du Pacifique pour améliorer leur environnement d'investissement par le dialogue public et privé. Nous avons un superbe panel aujourd'hui pour discuter de la promotion de l'égalité des chances pour les femmes sur le marché du travail par des réformes de l'environnement des affaires. Et nous prendrons des questions pour notre panel. Donc, pendant l'événement, mettez vos questions dans le chat pour les intervenants, les panélistes, et nous y répondrons. Mettez vos micros en sourdine car cette session est enregistrée et mettez vos questions dans le chat. Et avant de commencer avec nos intervenants, nous allons vous montrer une courte vidéo d'introduction qui explique un peu sur la facilité ICR. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas la facilité ICR, la réforme de l'environnement des investissements. Le but est de soutenir les pays et les institutions régionales en Afrique, aux Caraïbes et dans le Pacifique, dans un processus de dialogue public et privé pour créer un climat d'investissement plus favorable et durable. Vous voyez maintenant sur l'écran quelle est notre approche. Une assistance technique, renforcer les investissements nationaux et sous-régionaux des pays avec un développement sur mesure, le partage et la compilation de connaissances et d'infos par des événements tels que celui-ci. Voilà pourquoi on est ici aujourd'hui. Merci pour être connecté. Je vais inviter nos intervenants à se présenter dans un moment. Mais je veux souligner que notre événement aujourd'hui fait partie d'une série sur l'autonomisation économique des femmes dans ce contexte ICR. C'est le deuxième événement parmi trois. Le dernier événement s'est plus focalisé sur la perspective des entrepreneurs. Mais aujourd'hui, on va explorer l'emploi et l'autonomisation. Il y aura un dialogue justement en novembre. Donc aujourd'hui, nous ouvrirons la session avec des observations, puis une présentation du dernier rapport ICR sur la promotion des femmes sur le marché du travail, puis nous inviterons des personnes internationales à partager leurs opinions, expériences et perspectives sur le sujet d'aujourd'hui. Donc tout d'abord, bonjour à Escipion, secrétaire général de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, l'OACPS, qui vous dira quelques mots d'introduction. Donc, à mon premier intervenant, s'il vous plaît, pour la bienvenue. OK, peut-être il y a un petit problème technique. Donc, à la place, un de collègues importants de la Commission européenne, chargé des politiques, Miguel, vous êtes ici avec nous aujourd'hui? Miguel Campo Lopez, si vous voulez bien donner quelques mots d'introduction. Oui, oui, je vous entends. Vous m'entendez? Très bien. Je n'arrivais pas à ouvrir mon micro, désolé. Oui, merci Karl. Je serai bref. Bienvenue à tous à ce webinaire. Nous sommes ravis de nos progrès, en fait, concernant les questions et aussi avec la facilité ICR, surtout sur l'autonomisation économique des femmes. Ceci est important pour la Commission européenne, qui soutient la facilité ICR avec aussi l'OACPS, le gouvernement allemand et le gouvernement britannique. Et nous sommes ravis d'être dans ce webinaire aujourd'hui. L'autonomisation économique des femmes est au centre de nos préoccupations et surtout l'accès au marché. C'est un élément clé si l'on veut assurer la pleine participation des femmes dans la vie économique et sociale de tous les pays. Ce tout soutien
en fait, a un sens d'un point de vue euh, moral et éthique, mais d'un point de vue économique aussi. Et en quelque sorte, on est en train de regarder quelle est l'opportunité de se développer pleinement en termes de capacité économique et de connaissances économiques. Et nous voulons que les femmes participent pleinement à ce processus. Donc, il est vital de participer à ce type de webinaire. C'est seulement une des actions que nous soutenons par la facilité ICR et nous voulons la soutenir plus dans l'avenir. Il est important pour nous d'ouvrir cette conversation sur comment on peut renforcer les organisations des femmes et mieux les soutenir et quel est le type de politique et de réformes réglementaires que nous pouvons aborder pour assurer l'égalité d'accès au marché du travail et aussi que les femmes puissent accéder à de nouveaux segments de l'économie qui sont plus productifs pour l'ensemble du pays, mais aussi où des fois elles ont été traditionnellement exclues. Le problème est complexe car il y a un certain nombre de couches qui ne permettent pas aux femmes de participer pleinement. Mais bien sûr, nous sommes complètement engagés dans ceci et la plupart des pays ACP sont complètement engagés et on essaie de soutenir leurs efforts globaux pour aller de l'avant. La facilité ICR, comme disait Karl, soutient une réforme de l'environnement d'affaires et des investissements, mais nous voulons voir plus de demandes qui viennent de la part de pays, d'organisations publiques et privées liées à l'autonomisation des femmes. J'invite aujourd'hui tous les participants à réfléchir à comment nous pouvons les soutenir, ces femmes, pour faire des avancées et l'équipe est prête à soutenir toute demande faite. Et la communauté européenne veut apporter son soutien. Donc, je m'arrête ici, je vous repasse la parole. Je vous souhaite un bon webinaire, une bonne discussion. Merci Miguel pour vos mots d'ouverture et votre appel à l'action. Merci. Je crois que nous avons Escipion de l'OACPS qui s'excuse de son absence. Par contre, nous accueillons notre prochaine intervenante et contributrice, Dr Susana Martinez Restrepo, qui est experte internationale principale en genre et développement, qui nous rejoint aujourd'hui gentiment et va nous faire une présentation avec un résumé de la recherche et des rapports que vous avez récemment écrits. Bonjour Susanna, merci Karl, merci pour l'invitation. Je suis contente de pouvoir partager cette étude avec vous. On l'a écrit ensemble avec l'équipe et je partagerai aussi des commentaires et nous allons avoir des débats aujourd'hui dans ce webinaire. Magnifique, à vous. D'accord. Alors, j'essaierai de me tenir aux horaires pour permettre à tout le monde de pouvoir faire des commentaires ensuite. Ce webinaire est le deuxième de la série les réformes dans les milieux d'affaires pour promouvoir l'égalité des chances pour les femmes sur le marché du travail. Le premier était de promouvoir les femmes entrepreneurs et aujourd'hui on parle de l'égalité des chances. Donc, comme Miguel le disait, ceci est important car nous voulons créer des emplois et aussi accroître les revenus, améliorer la qualité du travail et créer des opportunités d'emploi dans des domaines qui se développent. Le Forum économique mondial dit par exemple que l'automatisation et les activités qui se sont renforcées avec la pandémie augmentent les emplois dans des secteurs traditionnellement dominés par des hommes et on observe une perturbation dans des activités professionnelles dominées par les femmes. Donc, on veut comprendre
Comment les lois et les règlements et les réformes fiscales peuvent promouvoir ceci. Mais ceci n'est pas tout, nous le savons, c'est juste le début du processus. Il faut aussi lutter contre les normes du genre, les normes culturelles et beaucoup d'autres contraintes que nous expérimentons afin de promouvoir l'égalité des genres et l'autonomisation économique des femmes. Prochaine diapo. La situation ici, par exemple, est que les femmes sont représentées en orange et les hommes en gris. Vous voyez l'écart entre les hommes et les femmes en termes de participation au marché du travail. Cet écart est important. Il est plus grand dans certains endroits, comme en Afrique subsaharienne. C'est plus bas dans les îles du Pacifique, mais il y a un écart dans chaque région. Et les statistiques que nous avons dépendent aussi des mesures qui sont prises par chaque pays. Donc, ces mesures d'inégalité, nous voyons des écarts en termes de salaire, de travail payé, de la qualité de travail. Prochaine diapo. Donc, comment expliquer ces écarts? Il existe des obstacles légaux implicites ou explicites. Implicites, car parfois les règles sont écrites de telle manière qu'elles affectent les femmes. Pas qu'elles ne peuvent pas travailler, mais comme c'est écrit, ça peut affecter plus de femmes au foyer. On voit plus là-dessus. Donc parfois les règles sont explicites, comme par exemple il est interdit aux femmes de sortir et de travailler la nuit, ce qui limite des emplois que les femmes ne peuvent pas avoir. Donc ces obstacles légaux, les règles qui limitent les secteurs dans lesquels les femmes peuvent travailler, si les femmes ne peuvent pas travailler la nuit, si elles ne peuvent pas prendre les transports publics, si elles ne peuvent pas obtenir un passeport sans la permission de leur mari, eh bien tout ceci peuvent les limiter au niveau des opportunités. Aussi, il y a aussi des normes culturelles et sociales qui sont partout et aussi dans les pays ACP. Et c'est très important le temps dédié aux tâches ménagères et aux soins, qui limite le temps que les femmes pourraient avoir pour des emplois payés. Et ceci limite la qualité des emplois qu'elles peuvent avoir. C'est important, ceci n'est pas normalement mentionné dans les lois. Le manque de garde d'enfants abordables, le manque de coûts d'accès, des distances et des transports qui limitent la mobilité des femmes, et bien sûr le manque d'études chez les femmes limite les chances d'emploi des femmes. C'est vrai, on en parle beaucoup dans le rapport en Afrique sous-saharienne, dans les îles du Pacifique, mais ce n'est pas vrai aux Caraïbes, par exemple, c'est le contraire. Les femmes aux Caraïbes font des études plus poussées que les hommes. Et elles ont des licences, des maîtrises. C'est une bonne nouvelle. Il faut comprendre comment promouvoir l'éducation parmi les hommes du coup. Et avec Covid, les femmes disposent de moins de temps, la destruction d'emplois dans les secteurs traditionnels dominés par les femmes, comme les restaurants et certains services. Et ceci donc rend les écarts encore plus grands. Prochaine diapo. Ceci nous montre combien la situation est mauvaise à niveau des heures journalières passées dans un travail domestique et des soins donnés non rétribués, et ceci limite les chances des femmes à avoir un emploi rétribué. Par exemple, en Tanzanie, où les femmes passent en moyenne 3,9 heures en tâches ménagères et soins envers les enfants et les personnes âgées et les personnes âgées, alors que les hommes n'en passent une heure à faire ce type de tâches. Donc ces différences affectent la probabilité des femmes à avoir des chances de travail. Prochaine diapo. Mais ce n'est pas le seul problème. Pourquoi est-il important de lutter contre ces écarts de marché du travail? En tant qu'économiste, j'aime parler des chiffres et beaucoup d'arguments visent à la moralité et au besoin de lutter contre ceci. Nous avons des arguments économiques. La perte du PIB total à cause de l'inégalité des genres par an en revenus calcule 11,4% en Afrique subsaharienne, 16,6% en Asie de l'Est et au Pacifique. On les a mis ensemble
parce que on n'avait pas les données seulement pour les îles du Pacifique et 7,9% en Amérique latine et aux Caraïbes. Même chose pour les données. Donc, effectivement, les lois discriminatoires, les normes sociales et pratiques sont la cause de 8% de pertes et donc 7,5% de pertes dans le PIB global. C'est très important de savoir comment on peut aborder ces inégalités et aussi pour les femmes entrepreneurs, on peut augmenter leur PIB par pays et aussi c'est la soumission, par exemple, de déclarations d'impôts qui pourraient augmenter la participation des femmes au travail, au marché de 15,5% parce qu'elles pourraient donc entrer dans des emplois formels. Et aussi, c'est important pour la participation et pour la qualité de leur travail, ayant des effets positifs pour leur famille, pour la société aussi. On peut réduire la probabilité de ne peut-être pas quitter un compagnon violent. Donc, ceci peut réduire la violence basée sur le genre et la transmission intergénérationnelle de la pauvreté. Donc, il y a des avantages économiques. Prochaine diapo. Comment on fait ceci? Accroître la participation des femmes au marché du travail par des réformes légales. Prochaine diapo. Donc, ces tableaux sont très intéressants. Ils démontrent les entreprises des femmes et la loi. Ceci est fourni par la Banque mondiale, une étude que je recommande. Et en fait, elle est actualisée chaque année. Ici, on voit certaines lois qui peuvent affecter l'emploi des femmes dans les pays ACP. Par exemple, il y a des lois qui limitent les femmes dès le début d'un emploi, euh, différemment d'un homme. Par exemple, il y a plus de paperasse, où elles ont besoin de la permission de leur mari, au Cameroun, au Tchad, aux Comores, en Guinée équatoriale, au Gabon, en Guinée-Bissau, en Mauritanie, qui limitent les capacités des femmes à obtenir un travail. Dans d'autres pays, la loi n'interdit pas la discrimination d'emploi basée sur le genre. Par exemple, les femmes n'ont pas l'interdiction d'accéder à certains emplois, mais ces pays-là ne condamnent pas les entreprises qui font de la discrimination aux femmes. Donc, cette réglementation est très importante, car si une femme se sent discriminée, alors elle peut agir contre ces entreprises. Il y a beaucoup de choses qui peuvent les protéger. Donc, il y a beaucoup de pays dans le monde qui n'ont pas de loi contre la discrimination. Et il n'y a pas d'outils pour lutter contre ceci. Par exemple, rien aux Barbades, au Botswana, au Brunei, Jérusalem, en Jamaïque, la Micronésie. Donc, il faut créer des lois qui interdisent la prohibition, la discrimination. C'est juste une première étape. Prochaine diapo. Donc, regardons certains exemples. J'aime cet exemple de l'Éthiopie, qui est très complet et qui a une évaluation d'impact. En 2000, l'Éthiopie a réformé sa loi sur la famille, élargissant l'accès des femmes mariées aux biens maritaux et en retirant les restrictions qui leur interdisaient de travailler à l'extérieur de leur foyer. Cette étude de cas est aussi dans le premier briefing car de nombreuses restrictions des limites de la loi familiale limitent la probabilité des femmes d'ouvrir et d'exploiter une affaire, mais aussi leur emploi, car elles ne pouvaient pas travailler à l'extérieur de leur maison sans la permission du mari. Ceci montre donc le pouvoir d'une réforme légale. Après la réforme légale et l'évaluation faite, eh bien, la loi a été appliquée dans différentes étapes nationalement, donc ceci pouvait être évalué avec des techniques très sophistiquées et il a été trouvé que les femmes sont plus susceptibles d'être employées dans des jobs qui ne pouvaient être effectués qu'à l'extérieur de leur foyer. Car maintenant, elles n'avaient plus besoin de la permission de leur mari et plus de femmes maintenant ont accès à des emplois qualifiés et à temps plein que l'on peut effectuer seulement à l'extérieur du foyer. Et pour ce type d'emploi, la politique a fait plus d'avantages pour les mères célibataires et ceci a augmenté l'âge du mariage à 18 ans, par exemple, minimum. Prochaine diapo.
On a trouvé d'autres exemples avec évaluation d'impact, c'est-à-dire les conséquences de la loi une fois qu'elle est passée. Donc, aux îles Marshall, au Sénégal, au Sierra Leone et Éthiopie, ils ont développé des stratégies pour changer les lois et les règles qui entravent l'égalité des chances des femmes en matière d'emploi. Dans les îles Marshall, par exemple, ils ont interné la discrimination basée sur le genre, sur le lieu de travail, et la loi a commencé à garantir un salaire égal pour un travail égal. Très important, la Sierra Leone a adopté la législation sur le harcèlement sexuel au travail. Nous avons des preuves selon lesquelles un des principaux obstacles était ceci pour les femmes pour maintenir leur emploi et être promues, c'était le harcèlement sexuel et elles décidaient de quitter leur emploi et c'est très mauvais. Prochaine diapo. En conclusion, il est important de considérer que même quand les pays adoptent ce type de réforme, les normes sociales et les lois coutumières continuent d'affecter les chances des femmes sur le marché du travail. Eh bien, il y a des groupes ethniques ou des minorités qui ont leurs propres lois coutumières et parfois on réforme les lois et les règles, mais la loi coutumière peut s'y opposer. La promotion donc de réformes et de travail pour permettre à plus de femmes d'affaires et ceci peut créer plus de chances pour les femmes et nous savons que les femmes créent des emplois pour les femmes. Donc, en soutenant les femmes d'affaires, on crée plus d'opportunités pour les femmes en général. Les pays ACP qui veulent augmenter la participation des femmes au marché du travail et les salaires et la qualité des emplois doivent identifier et lutter contre les obstacles légaux. Prochaine diapo. Donc, ceci est très important. Dans cette ère de Covid, on a pensé à ce qu'on pouvait faire pour promouvoir la participation des femmes dans des secteurs à prévalence masculine, car on a des preuves que le marché du travail évolue vers certaines activités plus concentrées avec des hommes et ce type de secteur est mieux payé et la Banque mondiale a étudié qu'une partie de l'écart des salaires entre les genres s'explique pas seulement par la discrimination et autres problèmes connus, mais parce que les femmes ont tendance à être dans des industries moins bien payées, comme des services, des restaurants, des salons de beauté, et être des aides-soignantes. Et puis, les hommes sont plus dans la construction, la fabrication et aussi la destruction de jobs a affecté les femmes et ce processus s'est accéléré à cause de la Covid. Prochaine diapo. Ici, encore des données de la Banque mondiale sur les femmes d'affaires et la loi. Ici, beaucoup de pays ont des règles qui ne permettent pas aux femmes d'avoir ce type d'emploi. En tant qu'économiste, j'ai souvent entendu: «Oh, les femmes ne veulent pas travailler dans la construction, elles n'aiment pas ça, c'est un travail de nuit, il y a des machines, elles n'aiment pas ça.» Mais nous pensons que c'est juste une histoire de goût. Oui, peut-être, c'est une histoire de goût, d'accord, ce sont les normes sociales, mais aussi il y a des règles qui les empêchent de faire ce type de travail, même si elles veulent le faire. Donc, l'OCDE suggère que il y a 88 pays dans le monde qui interdisent aux femmes l'accès à certaines professions et nous avons ici quelques exemples. Donc, les pays où les femmes ne peuvent pas travailler la nuit comme les hommes, par exemple les îles Solomon, la Somalie, le Soudan, Vanuatu. Et puis, il y a des pays où les femmes ne peuvent pas travailler dans certains emplois jugés dangereux. Il faut comprendre qu'est-ce qu'ils veulent dire par dangereux. Pas comme les hommes, par exemple en Mauritanie, en Mozambique, au Niger, à Papouasie-Nouvelle-Guinée, Sénégal, Soudan. Et puis il y a des pays où les femmes ne peuvent pas obtenir un emploi industriel comme le peuvent les hommes,
Mauritanie, Mozambique, Niger, Nigeria, etc. On ne peut pas dire que les femmes n'accèdent pas à ces emplois et ces emplois se multiplient, pas parce qu'elles ne le veulent pas, mais parce qu'il y a des obstacles dans la législation que nous devons changer pour les femmes. Récemment, j'étais en vacances et j'étais très contente de voir que dans chaque construction sur la route, la moitié des personnes étaient des femmes qui conduisaient aussi les camions et qui menaient la circulation routière. Et certains petits emplois doivent être faits la nuit. En Somalie, au Soudan, à Vanuatu, les femmes ne peuvent pas avoir ces emplois. Il faut changer les choses, c'est important pour créer des emplois dans ces industries qui payent mieux et qui se multiplient. Prochaine diapo. Eh bien, ces réformes sur cet environnement peuvent considérer ces bonnes pratiques que nous avons trouvées, mais parfois nous ne trouvons pas d'évaluation d'impact et on ne sait pas vraiment ce qui se passe après l'application de la loi. Mais nous avons par exemple en RDC en 2018, le pays a levé l'interdiction pour les femmes de travailler dans les entreprises industrielles, à Darussalam en 2011 et Kiribati en 2016. En 2020, Sao Tomé et Principe ont levé les restrictions sur la capacité des femmes à travailler la nuit dans les mines et les emplois jugés dangereux. Justement, je travaille sur un projet en ce moment intéressant sur le travail des femmes dans le secteur minier et c'est l'un des premiers changements que nous devons effectuer pour inclure les femmes dans ces domaines. Dans certains elles n'ont pas, il y a des problèmes de sécurité pour les femmes, pour inclure les femmes. Les sociétés minières au Ghana ont un programme de développement de compétences pour les femmes qui sont liés à Women in Mining Initiatives au niveau des entreprises. Donc parfois, ces initiatives pour promouvoir les femmes dans des secteurs traditionnellement dominés par des hommes peuvent être aussi menées par des associations d'entreprises. Prochaine diapo. Une autre initiative très intéressante pour la promotion des femmes dans ces domaines et par les achats publics, c'est-à-dire créer des quotas pour les achats publics. Donc, dans les pays émergents, parfois, les achats publics représentent 30% du PIB dans certains pays. Ce n'était pas dans les pays ACP, mais par contre, à Bogota, en Colombie, tous les contrats donnés par la ville doivent inclure un quota pour augmenter la participation féminine dans les secteurs à prévalence masculine. Ils ne vont pas dire on a besoin de 50-50 dans la construction, car il n'y a pas 50% des femmes avec des compétences requises en construction, mais ils le planifient avec le temps. Et maintenant, on est à 6,8% et l'année prochaine, c'est 10%, puis 15%, et ils fournissent des développements de compétences. Prochaine diapo. Troisièmement, et pour finir, très important, des systèmes fiscaux discriminatoires et le rôle des incitations fiscales pour promouvoir un marché du travail plus inclusif pour les femmes. Très important. C'est un sujet qui est en train de s'étudier pour la plupart des économies industrialisées. Nous basons beaucoup de nos arguments sur un livre qui n'est pas très récent et il faut étudier la manière dont les femmes sont affectées, surtout alors que nous travaillons à formaliser plus de femmes et d'hommes dans nos économies. Prochaine diapo. Donc, la déclaration d'impôt individuelle pourrait accroître la participation de la femme au travail de 15,5% d'une base actuelle de 17,9% pour les femmes qui ont un diplôme d'études secondaires. Cette étude a été faite par le FMI avec le Sénégal et qui a fait des prévisions et qui fait qu'en changeant la méthode d'imposition sur les familles et ces femmes, eh bien, on pouvait augmenter et avoir un plus grand effet ici avec les diplômes d'études secondaires et ceci réduirait l'écart entre les genres de 15%.
Nous avons quelques exemples de pays subsahariens ne fait, qui ont fait cette réforme, comme le Ghana, où en 2010, les parents célibataires ne pouvaient pas réclamer des allègements fiscaux en ayant des dépendants, et ceci pénalisait sévèrement les femmes qui avaient la majorité des foyers de parents célibataires. En 2014, cette réglementation a été modifiée et maintenant toute personne avec une épouse dépendante ou des enfants dépendants peuvent faire la demande d'un allègement fiscal en raison de la responsabilité ou du mariage. Et c'est ce que je voulais dire au début en parlant d'implicite ou explicite. Si vous êtes une femme, vous ne pouvez pas réclamer d'allègement et c'est plus si vous êtes un parent célibataire et c'est le cas probablement plus pour les femmes, elles ne peuvent pas réclamer d'allègements fiscaux, donc elles sont affectées car elles sont susceptibles d'être des parents célibataires. Cette réforme de 2014 au Ghana a aidé à accroître les revenus pour les femmes car s'il y a trop de problèmes pour les femmes, si elles sont pénalisées avec leurs revenus, parce qu'elles sont des parents célibataires et des femmes, elles sont moins susceptibles d'être encouragées à rejoindre le marché du travail formel. Prochaine diapo. Donc, nous pouvons aussi créer des incitations fiscales pour promouvoir des emplois, incluant le genre. Il y a beaucoup d'exemples dans le rapport. Et ces incitations fiscales peuvent encourager les femmes à rejoindre la population active. Le gouvernement malaisien a introduit un programme d'incitation fiscale qui encourage les employeurs à former les femmes qui reviennent à la vie active professionnelle après une pause de leur carrière, par exemple la maternité. Ceci peut être fait, par exemple, par des déductions. Prochaine diapo. Donc, en conclusion, et pour les recommandations en matière de politique que nous avons écrites dans le rapport, ceci se résume en 3 points principaux. Si vous quittez ce webinaire avec ces 3 points, je serai très contente. Premièrement, nous devons promouvoir les réformes légales. L'égalité des chances commence avec le traitement légal selon la loi. Les cadres juridiques doivent être réformés afin que les femmes puissent avoir des emplois de la même manière que les hommes et doivent pénaliser la discrimination contre les femmes pendant le processus de recrutement et sur le lieu de travail. Donc, nous devons promouvoir les réformes sociales. Deuxièmement, nous devons créer des pratiques d'achat public, des incitations, créer par exemple un système par points ou des quotas par les contrats gouvernementaux qui peuvent créer de nouvelles opportunités pour les femmes d'accès au marché du travail, mais spécialement les secteurs traditionnellement dominés par les hommes. Ces initiatives peuvent être complémentées par des formations dans des domaines traditionnellement dominés par des hommes comme la construction. 3. Nous devons promouvoir les réformes fiscales. C'est très important. À cause des préjugés explicites et implicites, les systèmes fiscaux peuvent pénaliser les revenus des femmes et aussi les décourager d'entrer dans la vie active des emplois formels. Et c'est ce que j'ai dit, je n'ai pas trop le temps d'en parler, mais effectivement, il faut rejoindre un système fiscal. Et ce n'est pas bien quand les hommes et les femmes déclarent ensemble. Et ceci peut décourager les femmes d'accéder au marché du travail. Il faut plus comprendre comment ça marche en Afrique subsaharienne, dans le Pacifique, dans les Caraïbes, car ceci est vraiment peu étudié. Et en plus de réformer les systèmes fiscaux, il faut simplifier les déclarations d'impôts, car parfois c'est très compliqué. Et nous devons créer tout ceci, nous devons réformer ceci, c'est trop compliqué. Donc voici les 3 conclusions principales. Je vous invite à lire le rapport qui est très intéressant et pratique et nous espérons que vous aurez des idées ou des moyens de promouvoir l'emploi pour les femmes dans vos pays par les réformes des entreprises. Superbe, Susanna. Merci beaucoup pour partager vos connaissances et ce résumé avec nous, mais aussi pour l'analyse et pour l'avoir rendu accessible. Merci. Le rapport a été partagé, le lien a été partagé dans le chat pour ceux qui sont connectés. Et je vois 2 ou 3 questions qui arrivent. Ça serait bien si vous avez des questions pour Susanna.
ou nos autres intervenants, mettez-les dans le chat et on va y répondre très bientôt. Et bien maintenant, je voudrais donc voir quelles sont les réactions de nos autres intervenants. Nous avons Richard, membre de la recherche et conseiller pour la recherche en matière de politique et de partenariat stratégique au Centre pour la recherche basique. Sally, chef des communications d'entreprise et du marketing à l'Association kenyenne des fabricants et coordinatrice en chef pour les femmes dans le programme de fabrication. Virginia, coordinatrice mondiale dans le développement de l'entrepreneuriat chez les femmes et chez l'ILO. Bienvenue à tous, ou OIT, on peut dire. Bienvenue à tous. OK. Alors, bienvenue. Bonjour pour être avec nous. Si vous pouvez le faire à tour de rôle, d'abord Virginia, Richard et Sally, quels sont vos commentaires, vos réactions sur la promotion d'opportunités? Virginia, à vous, vous travaillez à l'OIT, mais aussi j'aimerais entendre quelles sont vos expériences aux Caraïbes. Donc Virginia, à vous. Merci beaucoup Carl et bonjour. Merci à l'ICR pour m'avoir invité à donner mon opinion au nom de l'OIT et du Bureau des Caraïbes où j'ai été postée jusqu'à la fin de l'année dernière. Maintenant, je suis la coordinatrice mondiale du développement de l'entrepreneuriat chez les femmes et ce sujet parle d'où j'étais. Et félicitations à Susanna et à l'équipe pour le rapport, car le sujet n'est pas facile et quand on couvre une région si diverse comme les ACP, et aussi les informations données sont assez rares. Donc, ceci dit, j'ai 5 commentaires basés sur des choses qui m'ont frappé alors que je lisais le rapport, mais aussi en termes de travail pour le OIT Caraïbes, ce qui a été fait dans les dernières années sur le genre et le marché du travail à Antigua et la Barbade, en Dominique, en Guyane, en Jamaïque, à Santa Lucia, et aussi du travail fait pour comprendre les femmes dans les affaires. Nous avons fait des sondages avec plus de 650 sociétés dans 13 pays aux Caraïbes et sur cette base, je peux commenter sur certaines choses. Le rapport ICR souligne les réformes légales pour plus d'inclusion des femmes sur le marché du travail et identifie les initiatives pour promouvoir les femmes dans des industries plus dominées par les hommes. C'est fascinant. Ce rapport défend les réformes fiscales, y compris les déclarations d'impôts individuelles. Ce rapport donne le ton. Et Susanna en a parlé. On voit que les Caraïbes diffèrent des autres régions, surtout par exemple en termes de niveau d'éducation. Pour l'emploi, et concernant les tableaux partagés par Susanna et basés sur les affaires des femmes et la loi, notre recherche a aussi trouvé que dans les constitutions des pays que j'ai mentionnés, ils interdisent la discrimination sexuelle, mais la plupart ne sont pas explicites sur la discrimination dans le monde du travail. C'est comme disait Susanna, implicite, explicite. Par exemple, la législation du travail aborde la discrimination sexuelle au travail à des degrés variés. Il y a des stipulations pour assurer l'égalité des salaires, par exemple, mais il manque la définition opérationnelle de comment assurer la paye égale. Donc, ici, je vois aux Caraïbes, il y a des politiques, mais comment sont-elles appliquées? Il y a des lacunes et des écarts qui impactent les femmes. Et donc, les femmes n'arrivent pas à participer à la force du travail suffisamment. Je suis d'accord avec Susanna. Il faut travailler avec ces pays et faire des références locales et les aider à mettre en œuvre ces points. Mon deuxième point, et j'étais contente et aussi triste à la fois que ce rapport parlait de réforme des milieux d'entreprise, mais pour autonomiser les femmes, il faut d'autres mesures parallèlement.
Et j'essaye de faire le plaidoyer récemment de ceci, de dire qu'il ne faut pas voir la réforme des milieux d'entreprise d'un côté et puis les autres mesures d'un autre. Si on parle d'autonomisation économique des femmes, et même pour quiconque, il y a certaines choses qui doivent venir ensemble et un processus de réforme visant à ouvrir le potentiel économique des femmes qui doit aller au-delà de cette politique de contexte d'entreprise traditionnelle. Il faut commencer, comme disait Susanna, à considérer le droit des familles, qui peut avoir un impact sur les biens et les propriétés des femmes, les politiques sociales sur les soins et aussi les pratiques coutumières et les réformes, les règles informelles. Dans les Caraïbes, il y a un grand obstacle à l'égalité sur le marché du travail. C'est justement cette adhésion aux normes. Maintenant, il y a une division du travail qui est très traditionnelle, où finalement la femme est considérée, où elle se considère responsable de fournir les soins non rémunérés. C'est intéressant de voir que les gouvernements des Caraïbes ont en fait agi pour établir des droits au congé de maternité, congés payés, pour faciliter aux mères la rétention de l'emploi. C'est intéressant. Quand on regarde les conventions OIT, donc seulement les Bahamas, à ma connaissance, ont ratifié la Convention 183 sur la protection de la maternité, pour la Convention 156 pour les travailleurs avec les responsabilités familiales. Seulement Belize a ratifié. Donc il y a du travail. Les choses existent, mais sont-elles appliquées? Et mon troisième commentaire, eh bien, ce sont les soins, la disponibilité des soins publics. Aux Caraïbes, les soins publics ne sont pas présents. Il y a toujours cette pratique très courante qui s'appelle le transfert d'enfants, à savoir, les mères laissent leurs enfants au sein de leur propre réseau avec leur famille et souvent avec des femmes de leur réseau. Et ainsi, ceci les aide à re-rentrer sur le marché du travail, dans la vie active. Mais en même temps, du coup, il y a une autre femme qui ne peut pas travailler parce qu'elle s'occupe des enfants de la femme. Donc, ceci, c'est parce qu'il n'y a pas de garde d'enfants abordable à des temps et à des endroits convenables. Donc, dans ce domaine, il y a beaucoup, beaucoup à faire de la part du gouvernement et de la part de l'employeur aussi. Mon quatrième commentaire est sur la réforme en tant que processus. Et le rapport de Susanna a fait un superbe travail pour identifier les réformes potentielles. Mais le problème est comment arriver à ce processus de réforme et comment identifier, et on parle de quelles réformes qui sont nécessaires. Une anecdote en passant, quand j'étais là-bas, je parlais à un pays des Caraïbes sur ce type de réforme d'environnement des entreprises. Mais il n'y avait aucune femme au sein du gouvernement pour la discussion. Donc, c'était très intéressant comme discussion autour de la protection de la maternité, mais il n'y avait aucune femme. Donc, il faut que les femmes puissent rejoindre la discussion. Et puis, d'un autre côté, c'est dit que dans le rapport, le secteur privé aux Caraïbes, au niveau des managers, il y a des femmes partout. Et souvent, les Caraïbes sont cités comme un exemple. D'accord? Mais dans le secteur public, toujours rien pour les femmes. Donc, si les femmes sont là comme des managers, ça ne résout pas le problème. Mais il faudrait éviter donc ces angles morts quand on essaye de penser à quelles réformes doivent être priorisées. Et puis, cinquième et dernier commentaire, j'ai vu que Susanna et son équipe ont eu des difficultés avec ceci. Et c'est un message du bureau OIT Caraïbes sur lequel on faisait des efforts. C'est que dans la région, il y a très peu de données disponibles. Si vous regardez les tableaux montrés par Susanna, vous voyez qu'il y a très peu de données sur les Caraïbes dans le rapport. Par exemple, les sondages ne sont pas utilisés et pourtant ce type d'information nous aiderait aux Caraïbes à comprendre les raisons de la non-participation des femmes au marché du travail. Et vraiment, mon message est, en tant que bureau, de savoir, par exemple, le retour sur l'investissement, obtenir des informations
et des données divisées selon les genres, mais parfois c'est très difficile lorsque les dettes sont si élevées et que les gouvernements ont d'autres préoccupations, d'autres priorités. Donc, euh, le message, le message doit souligner l'importance d'obtenir ces informations. Donc, c'est très important d'avoir ces informations. Je m'arrête là. Je pourrais parler encore plus sur les secteurs dominés par les hommes. Ok, merci pour votre contribution. Il y a des questions dans le chat. On reviendra vers vous avec des questions du chat. Merci pour votre compréhension, vos remarques. C'est très apprécié. Justement, au sujet des données REACH, je me tourne vers vous sur la perspective dans le continent africain d'un point de vue de la recherche. Qu'en pensez-vous? Merci beaucoup. Et merci aussi aux auteurs. Ils ont bien travaillé car ce domaine est très important dans le travail de la politique économique en Afrique depuis longtemps. Je fais partie du Centre africain pour le développement économique de la planification où nous avons formé des décideurs économiques en Afrique, à Dakar, sur le genre et l'économie. Nous avons décidé d'en discuter pour aborder ceci. Des questions soulignées dans ce rapport. J'aimerais donc ajouter 3 ou 4 points à ceci. Pour réfléchir plus, plutôt que de revenir sur les questions clés qui ont été bien expliquées de toute façon. D'abord, nous devons nous remettre en question et, en tant que praticien du développement, sur la discussion de la réforme de l'environnement pour offrir des opportunités aux femmes, nous devons revenir aux fondements de certaines philosophies pour créer cet environnement, ce milieu. Il est clair, selon les statistiques démontrées, que cette disparité en termes d'attribution de temps pour les femmes et les hommes montre clairement que nous devons faire quelque chose en termes de notre économie. Nous devons compter différemment. Si nous allons créer une réforme qui a du sens, eh bien, la réforme doit se produire au niveau de comment nous faisons nos comptes sociaux. Car si on compte l'économie des soins, sa totalité et sa contribution complète à une économie globale, eh bien, c'est un bon endroit déjà pour commencer, pour nous donner le sentiment que la contribution de la femme est en fait encore plus grande que ce qu'on compte en fait. Car le défi dans l'économie traditionnelle est que on argumente comme si les femmes doivent travailler un peu plus durement pour accéder à l'économie. Par exemple, quand vous dites les secteurs dominés par les hommes, donc vous voulez plus de femmes dans ces secteurs dominés par les hommes. Mais quelqu'un peut poser la question, quand vous avez plus, est-ce que la domination concerne les nombres? Quelqu'un va dire non. La domination concerne aussi le pouvoir. C'est comment les hommes et les femmes ont des différentiels dans un pouvoir économique, dans une agence économique, dans une prise de décision économique ou sociale, et ceci qui crée cette domination. Il nous faut réfléchir comment on peut pousser ces limites au-delà des nombres. Oui, il faut les nombres des femmes là-bas, 50-50, mais il faut aussi des stratégies qui aillent au-delà des nombres, des effectifs. Et aussi, quelle est la vraie infrastructure qui soutient ces industries? Si on parle de droit, par exemple, vous voulez une réforme à ce niveau-là. Mais
Si ces lois sont intrinsèquement patriarcales, car elles viennent d'une idéologie qui veut garder les hommes privilégiés, alors on va avoir un défi, même quand on réforme les lois. Donc, il faut regarder plus loin et dire quelles sont les choses, par exemple. Même les personnes qui cadrent les lois, les juges devraient pouvoir comprendre et ils devraient être sensibles au genre s'ils vont considérer ces problèmes. Donc oui, le rapport a fait beaucoup, exprimant les obstacles légaux, les problèmes de normes sociales et culturelles et autres, mais clairement, et comme l'a dit la dernière intervenante, la question des soins ou la garde va être très très importante, car pendant très longtemps, en économie, on a permis aux économistes de s'épanouir à partir de soins non payés dans le foyer. La femme est la productrice, elle est la reproductrice, elle s'occupe de nous comme des agents économiques. Nous devenons bons, nous arrivons sur le marché, mais il n'y a pas de vraie connexion et de comptage de ces soins-là. Donc je pense qu'il faut faire un changement fondamental. C'est le changement de comment on compte les soins en Afrique et dans d'autres endroits. Nous avons formé plusieurs décideurs politiques et on a débattu de ceci avec eux et avec les macroéconomistes, qu'il nous faut regarder aux hypothèses fondamentales de ces modèles macroéconomiques que nous utilisons quand on regarde le PIB et tout ce que nous comptabilisons pour aller plus profondément. Une autre question importante qui serait amplifiée dans ce rapport est la question de l'acquisition de biens. Quand on pense à l'impact de l'acquisition et la capacité d'acquérir des biens et de le faire en termes d'autonomisation économique, c'est énorme. Et une recommandation dans ce domaine serait aussi importante. Voilà ce que j'ai relevé quand j'ai lu ce rapport. Mais c'est un très bon rapport en termes d'expansion de notre compréhension et sur les politiques que nous devons aborder. Merci pour votre attention. Merci pour vos sages réflexions et contributions. Sally, pour finir, j'aimerais savoir quelle a été votre réaction sur ce rapport. Parce que vous êtes sur le terrain, vous êtes de l'Association kenyenne des fabricants. Quelle est votre perspective sur la promotion des chances de travail pour les femmes? Merci Karl et à l'équipe ICR pour inviter l'Association kenyenne des fabricants sur cette plateforme. Pour commenter sur ce qui a déjà été dit par mes collègues, je vais parler surtout du secteur de la fabrication, car Dr Susanna l'a mentionné dans son rapport. Et l'accent que nous devons mettre concernant l'augmentation de la participation de la femme dans des secteurs non traditionnels tels que la fabrication, eh bien, ce secteur de la fabrication au Kenya donne le plus grand revenu pour le gouvernement et le deuxième en termes de contribution au PIB national. Par contre, le secteur a perdu en termes de sa compétitivité, principalement parce que l'autre moitié de la population est plus ou moins sur le banc, on peut dire. Donc je suis d'accord avec les constats qui en fait les chiffres sont relativement bas concernant les femmes dans les secteurs non traditionnels. Nos propres données, la KAM, a écrit le premier rapport sur la fabrication au Kenya et en Afrique de l'Est. Et nos propres chiffres en interne pour 2018, par exemple, nous ont montré que l'emploi formel en pourcentage de la fabrication pour les hommes était de 84% et pour les femmes de 16%. En 2019, le pourcentage pour les femmes a augmenté de seulement 1%, donc à savoir 17% pour les femmes. Et on attend maintenant les chiffres pour écrire un rapport complet sur 2020. Mais à nouveau, l'impact de la Covid va sûrement faire descendre les chiffres, je l'imagine.
Donc, normalement, dans ce secteur, nous défendons l'augmentation de la participation des femmes dans le secteur de la fabrication. Mais c'est bien joli de dire oui, on a inclus les femmes dans le secteur. Et puis euh, on les laisse dans l'usine, dans les ateliers, ou à la périphérie de l'usine, où elles ne peuvent pas vraiment maîtriser beaucoup de productivité ou de rentabilité. Et donc, quand on regarde le mouvement des femmes, est-ce qu'elles passent du plan de l'usine vers des postes de manager? La disparité est énorme et un lien énorme et manquant. Ce mouvement est vraiment léthargique et lent. Beaucoup d'hommes dominent les postes de manager dans les usines. Et en fait, les femmes ne travaillent que sur le plan de l'usine, en bas, euh, sur les ateliers, depuis des années, depuis 5 ans par exemple. Il devrait y avoir un programme créé par le gouvernement et d'autres parties prenantes pour savoir si ces femmes n'ont pas eu d'éducation formelle pour les faire monter dans la chaîne de production. Elles peuvent être certifiées. On peut quantifier et qualifier leur travail qu'elles ont fait pendant 5 ans dans la fabrication de base pour les aider à monter dans la chaîne de production et à être promues, à être mieux payées avec des meilleurs postes. Donc, nous avons un cadre juridique existant avec des questions qui considèrent la participation des femmes. Et les cadres politiques et législatifs du Kenya sont pour la plupart aveugles au genre. Et seulement 2 sont transformateurs au niveau du genre. Donc, la constitution du Kenya était en 2010 et la deuxième est la loi sur les micros et les PME de 2012. Et le reste d'entre eux, qui sont aussi très importants et très critiques pour les femmes, surtout dans les secteurs non traditionnels, comme la loi sur l'emploi et les relations du travail, la loi sur les institutions du travail, la loi sur la sécurité et la santé au travail. Toutes ces lois sont aveugles au genre. Et pour celles qui sont considérées comme transformatrices, ceci n'a pas été traduit en participation équitable pour les femmes dans la fabrication, surtout parce que la mise en œuvre, la conformité et l'exécution manquent. Donc, voilà les choses que je voulais corroborer par rapport au rapport de Dr Susanna. Également, les normes culturelles. Les femmes dans les programmes de fabrication sont depuis cette année passées au niveau sous-national. Avant, nous étions engagés au niveau national. Mais cette fois-ci, on est allé dans les comtés du Kenya et comment les autres cultures ont altéré ou empêché les femmes d'accéder au secteur non traditionnel. On sait que tant qu'on continue à considérer les questions culturelles comme des questions séparées des questions économiques, et on trouve que beaucoup de femmes n'ont pas d'agencement. Donc, il y a des femmes dont le travail est principalement d'être des mères et des épouses, et elles ne peuvent pas imaginer être dans des espaces à l'extérieur de ceux-ci. Donc, en tant qu'association, nous, on sort, on parle d'autonomisation économique, la conversation va être très décousue si les personnes ne comprennent pas vraiment de quoi on parle au niveau fondamental et basique. Elles doivent comprendre, ces femmes, qu'elles sont tout d'abord des êtres humains qui contribuent au développement économique du pays. Aussi, les normes culturelles pénètrent les institutions d'éducation, d'enseignement. Alors, vous trouvez les gardiens des institutions d'enseignement, de technologie, les institutions professionnelles de formation. C'est eux qui propagent ceci, sans penser évidemment qu'ils font quelque chose de mal. Mais donc, il y a une pénurie, par exemple, de soudeurs et de soudeuses dans la fabrication. Donc, si une femme finit le lycée et se retrouve dans un institut technique, elle se dit, tiens, j'aimerais bien être soudeuse. Mais les gardiens de ces domaines culturels, ils vont lui demander,
Est-ce que tu es sûr que tu veux faire ceci? Peut-être tu veux faire autre chose dans la vie, vous voyez? Peut-être tu veux faire dans la beauté ou dans le tissage ou une autre carrière qui sépare bien les genres. Donc, on a pensé que ceci devait être soutenu et le contexte socio-culturel influence la formulation de politiques et la capacité des femmes à prendre des rôles sur le lieu de travail à l'extérieur de ce qu'on a été assigné. Pour finir, je veux dire que on a remarqué que beaucoup de femmes qui veulent rentrer dans le secteur de la fabrication souffrent d'un manque de confiance. Ceci est très lié au fait qu'on leur a dit ce qu'il faut faire dans la vie, mais aussi ce qu'il ne faut pas faire dans la vie. Et aussi les institutions qui sont supposées être très établies, elles ont des politiques sur le papier qui devraient soutenir la participation et l'acceptation des femmes dans ces secteurs, mais l'exécution manque et le personnel qui est supposé exécuter n'est pas très bien équipé et est sous-financé et à basse capacité, il faut le dire. Donc, voilà mes commentaires. Voilà notre perspective. Nous regardons aussi le soutien que le gouvernement donne aux femmes en termes de politique ou financement. Et la plupart des femmes ne savent même pas que le gouvernement donne ce soutien. Donc, c'est très décousu, vous voyez. Le gouvernement pense qu'il soutient, le ministère du Travail pense qu'il soutient, mais les femmes sur le marché du travail ignorent que ce soutien existe. Et je pense que ces écarts sont flagrants. Et pour les milieux d'entreprise du secteur privé, il y a toujours beaucoup de discrimination contre les jeunes femmes qui veulent rentrer dans les PME et beaucoup de parties prenantes affirment que les femmes coûtent cher, par exemple, et qu'après, elles vont avoir des enfants. Et ces parties prenantes ne veulent pas ceci et disent qu'elles ne veulent pas soutenir tout ceci, ces situations-là. En tant qu'association, nous avons maintenant une conversation importante avec le gouvernement sur comment on peut retirer cette stigmatisation, ces stéréotypes et cette discrimination pour les jeunes filles qui veulent travailler dans le secteur, en compensant et aussi compensant les entreprises qui pensent que c'est une venture qui est chère, car en fait, les PME sont assez taxées, il faut le dire, et surréglementées. Donc, si on travaille sur des incitations, au court terme, bien sûr, pas au long terme, c'est pas possible au long terme. Mais si les entreprises pensent prendre un certain nombre de jeunes femmes qui s'intéressent à la soudure, par exemple, ou à l'opération de machines, et que ces entreprises pourront recevoir des aides de l'État et des allègements fiscaux, ça serait fantastique. C'est la conversation que nous avons. On est en train de discuter de ceci et ceci a commencé avec des programmes de fabrication. Et les problèmes de fabrication sont très spécifiques et sont différents que le secteur des services, il faut dire. Donc, je suis d'accord à 100% avec le rapport. Je suis contente de l'avoir lu et de l'avoir comparé avec notre environnement. Et je dis vraiment bravo à Dr Susanna et à son équipe. Je vous remercie. Merci Sally pour votre contribution et pour partager sur les normes culturelles et sociales et les obstacles. Donc, merci. Je veux inviter tous les intervenants, les panélistes, à ouvrir vos caméras. Maintenant, regardons un petit peu les questions. Et on a du temps pour répondre aux questions. Donc, si vous êtes connectés maintenant, envoyez-nous vos questions, s'il vous plaît. On a du temps pour y répondre. Donc, je vais vous donner la première question de Edwin Ogana. Il demande quels emplois et secteurs non traditionnels ont tendance à créer plus d'emplois et un meilleur revenu pour les femmes? Donc, il demande surtout sur l'Afrique subsaharienne, mais c'est
aussi plus large. Susanna, vous voulez répondre? Oui, bien sûr, tout à fait. Écoutez, on n'a pas d'infos spécifiques sur le Ghana. L'accès à l'info est très difficile, comme disait Virginia aussi. Nous savons que Mackenzie a beaucoup écrit sur ceci et le World Economic Forum sur de grands pays comme le Nigeria et l'Afrique du Sud, avec plus d'informations. Mais nous savons en gros que les emplois technologiques augmentent et pas seulement les développeurs, mais aussi, par exemple, les centres d'appel. Pensez euh, aux moyens de changement des comportements pendant la pandémie. Plus de personnes appellent leur restaurant pour passer une commande. Alors, les centres d'appel sont en plein essor et il faut former ces personnes pour ces centres d'appel et parce qu'ils le font de la maison. Ce sont des emplois formels. Les développeurs, les designers, les emplois dans la technologie, aussi les assistants administratifs disparaissent, par exemple. Vous voyez, déjà avant la COVID, c'était un problème, mais nous savons cela du rapport de 2017 du World Economic Forum qui disait que 4 jobs sur 5 allaient être détruits dans les 10 prochaines années et pour les femmes. Donc, les assistantes administratives disparaissent et souvent ce sont des femmes. La, la technologie, l'intelligence artificielle facilite notre vie quand on travaille en ligne. C'est vrai, on a discuté de ceci en interne. Peut-être ça concerne seulement 10% du marché du travail africain, mais c'est quand même inquiétant. Un autre domaine du travail ayant trait à cette région de l'Afrique, c'est en fait, ça s'appelle la construction, qui est très dominée par les hommes. Et il faut faire des efforts pour former les femmes. Donc, un grand essor, je dois dire, dans l'infrastructure et pour les maisons, les constructions de maisons. La fabrication, surtout les produits, est en expansion. Et en fait, je peux partager avec vous en fait les publications du World Economic Forum de 2018 avec mise à jour avec la Covid. Et les gens disent qu'effectivement, la pandémie détruit tous ces emplois, mais nous voyons une destruction sur une création. C'est important. Par exemple, les restaurants, le tourisme a été très frappé par la Covid aux Caraïbes et les femmes sont souvent très présentes dans cette industrie. Il faut aussi comprendre la chaîne de valeur de toutes ces industries, car ce n'est pas seulement les hôtels qui sont affectés, mais aussi les petits restaurants, les petits business informels qui bénéficiaient du tourisme. Donc, voilà des exemples, mais je peux les partager avec vous par le lien. C'est gentil, merci. Une bonne réponse et très complète. Merci. J'ai une question pour Richard, en fait, du point de vue de la recherche. Stéphano, en fait, Stéphano demande comment l'ère numérique peut-elle aider à réduire les écarts de genre? Susanna en a déjà un peu parlé, mais quelle est votre perspective sur la technologie? Ah, pardon. Je croyais que la question était pour moi, mais allez-y. Oui, d'accord. Écoutez, je peux répéter ce qu'a déjà dit Susanna, mais aussi je peux développer. La technologie a créé cette opportunité. Même ici en Ouganda, nous avons vu une expansion des entreprises pendant le confinement qui a migré très vite vers Facebook ou autres réseaux sociaux comme Instagram. Et certaines personnes sont allées sur ces plateformes et se sont rendues compte qu'ils économisaient beaucoup pour leurs dépenses globales et qu'ils pouvaient accéder à des marchés plus importants qu'avant. Donc, effectivement, il y a une opportunité. Et puisque cette technologie permet aux personnes de travailler de la maison,
Donc, ceci peut être combiné. Peut-être ce n'est pas la meilleure solution avec le travail des soins. Et ceci peut être interrompu par les différentes tâches. Mais en tout cas, c'est une opportunité. Et il y a de plus en plus de personnes qui jouent un rôle dans la chaîne de valeur numérique. On voit beaucoup de jeunes qui fournissent toutes sortes d'outils qui assistent pour rendre les affaires plus efficaces. Oui, c'est ce que je vois. En fait, il n'y a pas un seul domaine bien spécifique qui serait, paraît-il, le meilleur. Ce qu'on voit, c'est sur différentes notes. Vous voyez, on voit des femmes qui prennent les opportunités et ceci de plus en plus. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Merci. Je suis curieux, Sally. Je voudrais vous poser la même question, Sally. D'un point de vue industriel, traditionnel de fabrication, que pensez-vous des avancées technologiques? Sont-elles un obstacle ou bien créent-elles des opportunités? Je pense que ça crée beaucoup d'opportunités pour les femmes. Comme Richard a dit, cela surmonte les barrières qui existaient avant. Donc, une fois qu'elles sont à bord de tout ceci, beaucoup de femmes localement fabriquent des produits, par exemple sur Jumia, qui est notre marché en ligne ici, et qui leur donne une marque spéciale Made in Kenya. Et beaucoup de femmes ont pu accéder au marché dans tout le pays parce que dans le passé, elles ne pouvaient pas le faire. Car je dois vous dire qu'au Kenya, si par exemple je déménage mes marchandises et je traverse 3 comtés, je dois payer multiples taxes sur les 3 comtés. Alors que si je fais mon business sur Jumia en ligne, s'il y a des frontières à traverser, je paye juste le livreur qui n'est pas obligé de montrer ma marque. Il n'est pas obligé de payer toutes ces taxes. Donc c'est très bien. Mais, hélas, il y a toujours un écart en termes de connaissances, vous voyez, en termes de knowledge, de navigation sur les différentes plateformes technologiques. Et beaucoup de femmes ont des téléphones, ça c'est vrai. Elles font des transactions d'argent, elles utilisent M-Pesa, etc. Mais il y a quand même un manque de connaissances et savoir comment optimiser les outils numériques afin de faire connaître leur marque. Donc il y a toujours un écart qui existe. Mais les femmes sont assez bien positionnées, je dois dire, pour tirer profit du numérique et les opportunités apparaissent de plus en plus. Merci. C'est bien que la technologie puisse booster les industries traditionnelles. Il y a une collaboration plutôt qu'une concurrence, c'est bien. Écoutez, pour Virginia, une commentaire de Jana qui veut plus connaître sur certaines de ces réformes. Peut-être aussi pour Susanna la question. Virginia, quels sont les autres exemples, à part la simplification des systèmes fiscaux, de réformes sur le fisc, sur l'environnement des affaires, que vous avez connues du point de vue de l'OIT? Karl, j'aimerais bien répondre, mais c'est assez nouveau. Je n'ai pas trop d'expérience pour ceci de là où j'ai travaillé, mais je vais essayer de trouver des réponses pour vous. Si vous me permettez, j'aimerais juste dire 2 mots sur la dernière question, la question d'avant, sur la technologie. Ici, on parle de 2 choses très différentes. On parle d'un côté de l'usage de la technologie et puis aussi d'un autre côté les femmes qui mènent dans la technologie. Et comme Sally l'a bien dit, il y a de belles opportunités. Il y a des femmes qui opèrent leurs affaires, qui ont accès à l'information par la technologie. Parfois, le problème, ce n'est pas l'accès à la technologie, mais c'est l'accès aux appareils et même la connexion, surtout pour les femmes qui sont dans les zones rurales. Donc, c'est une super opportunité, mais en même temps, si on ne crée pas le système,
Si on ne crée pas donc le système pour avoir une opportunité, on va avoir à nouveau des inégalités entre hommes et femmes et par l'usage de la technologie. Et puis maintenant, de l'autre côté, il y a le sujet des femmes dans la technologie. Oui, il faut plus d'investissement avec les femmes. On le voit de plus en plus. Et je suis vraiment très fan de ces exemples, des exemples. Je suis fan des exemples. Vous devenez ce que vous pouvez voir. Donc, si on voit de plus en plus de femmes dans ces secteurs, alors on espère que plus de femmes vont se lancer plutôt que de penser, oh voilà, ça c'est juste pour mon frère, quelque chose que lui peut faire. Donc, il faut utiliser la technologie comme moyen, mais aussi la technologie comme un secteur pour se développer. Merci. Super, merci beaucoup à Susanna. Quelles sont vos recommandations? Oui, je voulais répondre à la question d'avant brièvement. Je pense qu'on doit penser. Quand on pense à la technologie, on pense à la high-tech et aux développeurs. Mais il y a beaucoup d'emplois dans le secteur formel que les gens à bas revenus avec un petit diplôme d'études secondaires pourraient faire. Par exemple, les centres d'appel. Il faut juste un logiciel avec une formation de 3 mois. Il y a beaucoup de programmes en Amérique latine pour les femmes où, en 6 mois, les gens avec de hauts diplômes peuvent devenir des codeurs de pages web. Et leurs revenus sont très bons. Ils triplent, même quadruplent par rapport au revenu moyen national. On ne pense pas aux ingénieurs, mais il faut penser à la stratégie à court terme, à moyen terme et à long terme. Oui, faire tous ces efforts pour les filles, pour les formations, mais il y a du long terme. Et maintenant, le gouvernement, les sociétés, les associations pensent beaucoup à donner des petits cours pour former les femmes, pour les hommes et pour les femmes, pour des jobs qui ne nécessitent pas 5 ans pour y arriver. Autre chose, pour les impôts, je vous recommande de lire le chapitre du rapport, mais sinon, on sait que le système des impôts pour conjoints affecte les femmes. Quand le mari et la femme déclarent ensemble, eh bien, le deuxième salarié, qui est d'habitude la femme, est plus imposé. Donc, du coup, quand la femme a 3 enfants et qu'elle est très occupée, elle pense, oh, pourquoi le faire? Peut-être elle va continuer à travailler, mais elle va plutôt travailler dans le secteur informel. Comme ça, elle ne va pas payer d'impôts. Mais du coup, elle va rater beaucoup de productivité. Mais elle pense, ah, je le perds en taxes. Donc ça, c'est un exemple. Il y a un exemple au Ghana et en Afrique du Sud, par exemple. Les femmes payent plus d'impôts et n'ont pas de déduction. Car dans nos pays, par exemple, on commence à payer des impôts, disons, au-dessus d'un salaire de 1 000 $, d'accord? Mais vous ne déclarez pas les déductions. Seulement quand vous arrivez à 1 500 $ de revenus. Donc, les femmes sont dans la fourchette la plus basse. Elles peuvent être pénalisées en payant plus d'impôts car leur salaire est plus bas et ceci se passe au Ghana et en Afrique du Sud. Autre chose où l'on n'a pas beaucoup détaillé parce que vraiment, ce n'est pas vraiment lié au marché du travail, mais on parle de la TVA aussi. Car quand on taxe des produits de base, vous affectez plus les femmes. L'alimentation est taxée avec la TVA, aussi les produits pour les femmes sont très taxés dans certains pays. On l'appelle la taxe rose. Donc cette taxe indirecte, quand donc au même niveau, elles tendent à affecter donc les salaires disponibles des femmes, le salaire disponible des femmes. Voilà. Donc, on va vous donner des détails et des références qui sont très intéressantes. On était un petit peu limité dans le nombre d'exemples à donner, bien sûr. Et comme Virginia a dit, il y a peu d'informations là-dessus. Donc, il faut encore beaucoup plus étudier sur tous ces systèmes fiscaux africains.
surtout, et qu'est-ce qui se passe aux Caraïbes et dans le Pacifique aussi. Merci beaucoup. Il faut partager les bonnes pratiques. Je regarde le temps. Merci pour votre contribution. Est-ce que vous pouvez donner une conclusion en 60 secondes, s'il vous plaît, avec une recommandation? Quelle tactique est-ce que vous recommanderiez dans la défense pour plus d'égalité pour les femmes, d'égalité de chance par rapport aux décideurs politiques? Donc, comment motiver et influencer les décideurs politiques pour qu'il y ait plus de promotion de réformes en faveur des femmes? Quel est le message à retenir? Et Sally, je pense que on va commencer par Sally, oui, allez-y. Oui, bien sûr. Écoutez, deux choses en termes de recommandations politiques ou actions politiques. Premièrement, les associations d'entreprises, la communauté des entreprises est très importante pour conseiller et assister et responsabiliser les décideurs politiques en s'assurant que les politiques actuelles marchent pour les femmes. Et il y a un besoin dans beaucoup de pays de consolider les exigences de conformité et de règlement dans un seul endroit pour plus d'efficacité et réduire les coûts d'opération pour beaucoup de femmes, car c'est ceci qui est difficile pour les femmes et qui les désavantage. Et aussi, deuxièmement, il faut augmenter la conscience avec des campagnes de sensibilisation sur le thème dans les zones urbaines et rurales et faire le plaidoyer auprès du ministère de l'Éducation et autres parties prenantes pour donner des espaces d'action pour les femmes dans les cours de formation. Parce que après l'école secondaire, les chiffres continuent à diminuer. Et aussi, il faut faire du lobbying, il faut avoir des incitations ciblées pour les femmes, la reconnaissance dans les usines. On doit quelles sont les incitations? Apprécier le travail des femmes et les rémunérer pour qu'elles puissent monter les échelons et donner les mêmes incitations pour les femmes, pour les femmes salariées ou pour les patrons, pour augmenter la participation des femmes dans les différentes industries. Merci. Merci beaucoup. Virginia, la même question. Alors, un conseil pour les décideurs politiques. Je ne vais pas être aussi bonne que Sally, mais en tout cas, dans le contexte local, vous savez, il y a beaucoup de concurrence entre les différents pays et c'est ça. Qu'est-ce que nous avons vu à la dernière conférence? C'est que ils ont vu que certains ont ratifié la convention et d'autres n'ont pas ratifié. Alors, je dois dire qu'aux Caraïbes, la concurrence marche très bien. Ils s'observent les uns les autres et ils essayent de faire la concurrence entre eux. C'est pas mal. Mais si vous leur parlez aux Caraïbes de l'Afrique, ça ne les intéresse pas trop. Donc, il faut parler des voisins, de ce qu'ils font, de ce qu'ils n'ont pas fait. La concurrence est bonne. Et aussi, les données peuvent parler, c'est très important. Je dirais, les données peuvent parler aux décideurs. Et pour finir, il faut amener les femmes autour de la table. Et en fait, pour les Caraïbes, ça serait super, super utile. Je suis d'accord, absolument. Merci beaucoup. Il n'y a plus que 2 minutes. Rich, est-ce que vous avez des idées? Oui. Alors, une dernière pensée. Eh bien, après ce que Virginie a dit, il faut montrer les avantages de la participation des femmes aux affaires. Ce n'est pas une perte, il faut le montrer, mais c'est plutôt un gain pour l'économie d'un pays. Il faut que ceci rentre profondément dans l'esprit des décideurs, dans leur mentalité, que quand on fait
des choses importantes et utiles, quand on crée des opportunités, quand on intègre les soins dans nos économies, dans nos mentalités, on ne va pas perdre, mais au contraire, on va gagner. C'est un message que je pense pas beaucoup de personnes ou pas tout le monde a compris et c'est absolument critique pour comprendre notre plaidoyer. Merci beaucoup, merci pour votre temps. C'est vraiment très apprécié et on vous encourage tous à lire le rapport qui est en ligne et nous avons hâte de voir vos réponses. Je vais me tourner maintenant pour la conclusion. Notre ami Scipion, qui est le secrétaire général de l'OACPS. À vous. Merci, Karl. Désolé, je n'ai pas pu être avec vous, mais j'ai un petit peu suivi et j'étais très impressionnée par le niveau des discussions. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, alors l'OACPS, c'est une organisation pour l'Afrique, les Caraïbes et le Pacifique créée en 1979 par l'accord de Georgetown. Nous rassemblons les pays du monde pour donc avoir un but commun qui est de promouvoir le développement durable et une économie plus juste. Donc la question débattue aujourd'hui sur la promotion des opportunités égales pour les femmes est très importante. C'est au centre du développement. L'autonomisation des femmes est très importante, elle est nécessaire. Et parfois, des hommes comme moi ne comprennent pas complètement les obstacles des femmes. Et c'est très bien d'avoir une discussion pour promouvoir le secteur public et privé à ce dialogue, pour améliorer le rôle des personnes vulnérables dans les sociétés. Et aussi, nous essayons de promouvoir les jeunes, les femmes. Nous sommes contents de cette collaboration avec la facilité ICR et les partenaires, avec le British Council, avec la coopération allemande, avec aussi Expertise France et SNV. Et nous voulons avoir beaucoup plus de discussions avec vous pour essayer de promouvoir une société plus juste où tous les membres de la société sont inclus et peuvent vivre d'une manière prospère. Et par ce travail, nous voulons donner la promotion donc de sociétés plus prospères et plus paisibles. Merci d'être avec nous aujourd'hui et merci pour vos commentaires. Nous les accueillons. Nous sommes fiers d'être associés avec cet exercice. Et de la part du secrétaire général, M. Chicotti, je vous dis merci et bravo pour une très bonne réussite. Merci pour votre collaboration, qui ne serait pas possible sans vous. Merci pour tout. Alors, nous sommes à la fin de la session. On aimerait bien avoir votre feedback par ce petit sondage. S'il vous plaît, répondez-y. Et aussi, si vous voulez plus d'informations sur l'ICR, vous pouvez regarder notre site Internet sur notre soutien pour les différents pays de l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Pour donc le milieu des affaires, s'il vous plaît, contactez-nous. N'hésitez pas, nous pouvons nous soutenir dans le développement donc de réformes des milieux des affaires. Et aussi, nous sommes au deuxième de notre série sur l'autonomisation des femmes. Nous aurons un autre webinaire en novembre, donc surveillez bien les choses et je vous dis à bientôt. Alors que nous continuons notre engagement pour l'autonomisation économique des femmes, merci pour nous avoir écoutés, merci pour nous avoir regardés. N'hésitez pas à nous donner votre feedback et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.